Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai avec moi le Motorola Razr i, donc i comme Intel, on va en parler quand on va parler des specs. C'est un petit peu le petit frère du Razr HD qu'on a déjà testé. Donc vous voyez en termes de taille, c'est pas la même chose déjà, mais il y a d'autres éléments bien sûr. Mais là on va pas vraiment le comparer à cet appareil, ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Ce que je vous propose, c'est de tester le Motorola Razr i. Alors, le Razr i, c'est un appareil avec un écran 4.3 pouces. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a des bords très très fins. On va voir ça quand on regardera le design. Mais 4.3 pouces, c'est plutôt grand comme écran. Mais l'appareil est vraiment compact. Ça, c'est, on va dire, quitte à commencer par des points positifs, c'est un des premiers points intéressants. De résolution 540 par 960. Il tourne sur Android 4.0.4 avec Jelly Bean prévu. 8 Go de mémoire interne, vous pouvez augmenter via une micro SD, ça peut aller jusqu'à 32 Go en plus. C'est un appareil qui lui est 3G+, comparé jusqu'à 21 mégabits. Comparé par exemple au Razr HD qui lui est Dual Carrier plus LTE. Donc on a des débits largement supérieurs, potentiellement déjà aujourd'hui en Dual Carrier et potentiellement à terme en 4G sur le Razr HD. C'est un des points différenciants également. Au niveau du processeur, c'est son gros point, sa petite nouveauté, on va dire. C'est le premier terminal Motorola avec chipset processeur Intel. On avait testé le Orange avec Intel Inside qui, comme son nom l'indique, possède un chipset Intel. Ici, on a un single core 2 GHz. Et c'est intéressant. Disons qu'aujourd'hui, il n'y a pas, si vous voulez, en termes de performance, on est sur quelque chose de très bon. C'est ça qui est intéressant aussi avec ces chipsets Intel, c'est qu'ils coûtent pas forcément très très cher, ils sont assez récents, ils ont été bien optimisés. On n'a pas encore assez de recul pour pouvoir vraiment s'exprimer à ce sujet. Moi, tout ce que je dirais là, c'est on a du 2 GHz en single core, on a des performances qui sont un petit peu moins bonnes que sur le Razr HD, mais ça reste très très bon. Et ce qui compte, c'est à l'utilisation, qu'est-ce que ça vaut. On le verra tout au long du test. On a une batterie de 2000 mAh. Et au niveau du prix, c'est un appareil qui est vendu 430 € nu. Maximum, j'ai envie de dire. C'est aussi entre 400 et 430 € et 1 € avec forfait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Dans la boîte du Razr i, vous aurez un chargeur assez gros qui se branche en USB ici. Des écouteurs assez standards avec un kit main libre. Un câble USB micro USB. Un petit truc en plastique qui permet en fait d'aider l'accès à la micro SD et à la SIM et une petite notice. Voilà, donc pas grand chose de plus que ce qu'on trouve d'habitude. Alors, le Razr i, c'est un appareil qui surprend d'abord, je trouve, par son design, puisque il est compact, mais il a un écran 4.3 pouces et en fait ça induit des bords très très peu, des petits bords, des petites bordures on va dire. Si je devais le comparer ici, vous voyez, on voit bien la différence au niveau de la taille des bordures. Ça change tout. Ça change beaucoup. Alors qu'est-ce que ça induit? Moi j'aime bien le fait de me dire j'ai un appareil qui est complètement compact avec un grand écran, mais un design qui est optimisé. Et ça c'est assez rare aujourd'hui. Je trouve qu'on l'avait un petit peu aussi sur dans une moindre mesure, on va dire, sur un Galaxy Nexus, mais qui commence maintenant à avoir des bordures assez grosses quand on regarde des appareils comme celui-ci. J'ai aussi envie de dire, c'est un petit peu la limite, parce que si on commence à dépasser, après on va avoir vraiment les doigts qui vont toucher l'écran de manière intempestive. Et là pour l'instant ça va, mais potentiellement ça peut arriver. On va passer par le design et on va regarder donc écran 4.3 pouces comme je vous disais. Sur le dessus on a une caméra frontale, c'est du VGA, donc c'est pas énorme, mais au moins il y en a une et c'est plutôt bien. Le logo Motorola et quelques capteurs sur la gauche. En bas on n'a rien puisque les boutons dans l'interface sont intégrés, donc c'est Ice Cream Sandwich, donc c'est ici. On a toujours cette petite bande là, plus cette partie là. Donc au final on a toute une partie qui est assez grosse, qui sert à rien. On avait ça aussi sur le Razr HD en encore plus gros. Alors je pense que c'est pour avoir le ratio de l'écran, un bon ratio de l'écran, pas sortir une résolution qui soit totalement atypique. Également pour l'utilisation, peut-être qu'ils ont déterminé que pour le tenir et que les boutons là soient pas trop loin pour accéder avec le pouce. Vous voyez quand je le prends comme ça,
Bah, le pouce arrive jusqu'ici. Ça dépend aussi comment vous le tenez. Mais s'il était tout en bas, si les touches étaient tout en bas, je sais pas. Si ça poserait pas de problème, après ils auraient pu aussi diminuer tout simplement la taille de cette zone là. Je ne sais pas, c'est des choix de design qui n'ont pas été expliqués. Mais ici c'est cette zone là qui est pas non plus énorme, hein. C'est pas un gros problème. Et là on a le micro et moi je trouve que de côté comme ça, quand on le regarde, si vous avez déjà eu un... je pense à quoi? C'est surtout un... Moi je pense au N8 en fait, ça me fait penser au N8 avec les petites vis et ce biseau, enfin c'est cette fin de cette forme là. Enfin bon voilà, c'est mon avis personnel. Sur la droite, bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, volume et un bouton dédié pour l'appareil photo. Donc ça c'est pas mal du tout. Ici on n'a pas un bouton avec un petit relief agrippant comme sur le Razer HD. C'est un peu dommage mais c'est pas un problème, c'est un bouton qui fonctionne bien. Le bouton de volume est un peu petit mais fonctionne bien également. Et là ici on a le bouton d'appareil photo. Alors le bouton pour l'appareil photo, il permet notamment de lancer l'appareil photo rapidement, il permet également de prendre des photos. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors là je suis en train de prendre une vidéo, toc, c'est que en fait il n'y a pas vraiment de double pression, il n'y a pas une première pression puis une seconde pour faire le focus, enfin la première pour faire le focus, le second pour prendre la photo, c'est vraiment une seule pression et vous prenez la photo, donc en fait le focus se fait automatiquement. C'est une façon de voir les choses. Il y a un truc quand même à savoir, c'est que ce bouton, il ressort quasiment pas, il est intégré de manière un peu étrange, il marche bien ma foi, mais c'est juste, ça m'a un peu surpris. Voilà, vous voyez ici le relief du bouton d'appareil photo, il n'y en a quasiment aucun. À mon avis, c'est dû au fait qu'il y ait ce système de double focus qui soit intégré dans le logiciel et la prise de photo se fait avec le bouton. Mais dans tous les cas, c'est quand même pratique. Le jack 3.5 sur le haut. Ici, on a un cache qui est un peu grand. Et je me demande s'il n'est pas un peu fragile aussi quand vous commencez à l'ouvrir. Là, moi, ça me fait un peu peur. Ce truc-là, en plus, si vous le cassez, ça doit être très compliqué à trouver une solution. Mais bon, de trouver une solution. Là, ici, on a la micro SD. Donc, vous voyez sur la gauche et sur la droite la SIM, et donc le petit ustensile qui est fourni dans la boîte permet en théorie de vous aider à accéder à ça, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu galère. Et là le port micro USB et puis c'est tout. Sur l'arrière, l'appareil photo 8 mégapixels avec son flash LED, le haut-parleur sur le côté, le logo Intel Inside. On a ce revêtement en Kevlar de manière un peu moins intégrale que sur un appareil comme celui-ci, vous voyez. Mais voilà, par exemple les côtés vous en avez pas, mais au-delà du côté résistant, parce qu'ici il protège pas vraiment les côtés, je trouve que c'est très très agréable en main. Ça c'est mon avis, j'aime beaucoup le rendu de ce dos en Kevlar chez Motorola, et là on l'a et ça marche très bien. Niveau prise en main, ergonomie, bah écoutez, c'est un appareil qui est très très bien fini. Il est quand même à 430 €, mais on a déjà trouvé des appareils de ce prix-là qui n'avaient pas une finition correcte. Donc là, ici, on est vraiment... Moi, je suis personnellement très content de la finition apportée par Motorola sur ces récents terminaux. Déjà Android, le Razer HD était très bon. Le Razer i, c'est la même chose, mais en plus compact, et limite, je le préfère, puisqu'il est, comme je dis, plus compact, mieux pensé, mieux optimisé au niveau de la taille de l'écran. Les boutons sont facilement accessibles. Il n'y a pas de souci, le dos à l'arrière, il est tout à fait agréable quand vous le prenez en main. Personnellement, voilà, quand on le prend en main, cet appareil, en plus il est léger, j'ai pas le poids sous les yeux, attendez, je vais essayer de vous donner ça. Voilà, il pèse 126 grammes et on a 146 grammes pour le Razer HD. Donc c'est plutôt léger pour un appareil 4.3 pouces, mais en plus le design est bien fini, donc ça c'est vraiment agréable. Alors, on va passer à l'interface et je vais essayer d'aller assez vite parce que c'est une interface qu'on connaît déjà, vous l'avez vu avec le test du Razer HD. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du Android 4.0 mais avec une nouvelle surcouche. Alors ça c'est vraiment la grosse nouveauté chez Motorola. C'est cette surcouche avec sur la gauche les paramètres en accès rapide plutôt que de les intégrer dans le tiroir des notifications. Personnellement j'aurais préféré les avoir en haut, mais bon pourquoi pas, là on a ça ici. À l'usage, moi ce que j'avais dit sur le Razer HD, c'est que c'était, j'hésitais, hein, je savais pas si c'était bien ou non. Là maintenant, personnellement avec l'habitude, je préférais les avoir en haut. Mais voilà, ça c'est juste pour information. Vous avez les paramètres à gauche, vous avez plusieurs écrans d'accueil et vous pouvez bien sûr en rajouter. Motorola vous propose de créer des modèles également, ça peut être pratique si vous avez besoin d'un petit coup de main, un petit coup de pouce.
ou plutôt d'inspiration. Il y a quelques petits widgets personnalisés, enfin pas personnalisés, mais vraiment uniquement proposés par Motorola. Ça, c'est un widget Motorola ici. On a également, si je regarde, il y en avait d'autres aussi, par exemple celui de Contact, Drive Smart, etc. Mais vraiment le widget typique, c'est celui-là, là, avec la possibilité de faire tourner les ronds. C'est plutôt élégant. On a la batterie, la météo de ville de votre choix et la leur. C'est bien fait. Multitâche, bien sûr, à la ICS. Le tiroir des notifications qui ici est vide. On va juste aller voir pour vous montrer un numéro de version 4.0.4. Ça, c'est vraiment la version d'ICS qui tourne le plus en ce moment, avant la mise à jour Jelly Bean. Dans le menu principal, on a toujours la possibilité de mettre des applications en favoris ici. Vous pouvez faire comme ça et mettre des applications dans vos favoris. Votre liste d'applications, un petit peu de manière brute, comme sur un Galaxy Nexus par exemple. Et les widgets avec un aperçu de cette façon-là. Voilà. Pour l'instant, comme vous pouvez le constater, tout est très fluide, il n'y a pas de souci. Puis sinon, au niveau du reste des widgets, c'est du classique. Vous avez quelques petits widgets adaptés aussi. Il y a une surcouche qui est à la fois présente et peu présente, mais en fait, elle met en avant ICS. Et c'est ça qui la rend légère. Elle existe, c'est pas un Galaxy Nexus, mais j'ai envie de dire, elle dénature pas Ice Cream Sandwich. Et donc, par exemple, là, on a un widget pour votre client email au-delà de Gmail. Ça, c'est le client de Motorola qui permet d'ajouter pas mal de comptes. Il est bien fait. Ici, on a l'agenda, etc. Et ça, tout ça, ça va dans l'esprit avec fond noir, Motorola, etc. Ok. Bon, on va passer directement aux fonctions téléphoniques. Donc là, hop, on commence à composer un numéro. On a des correspondances qui s'affichent. On peut naviguer parmi ces propositions. Tout est assez bien fait, le clavier à grosses touches avec cet écran là, ça rentre très bien. Vous pouvez défiler sur les côtés bien sûr. Vos favoris ici, vous pouvez accéder directement à vos contacts ensuite en passant par là. Donc ça, c'est un affichage à la fois classique ICS et en même temps, comme je vous disais, personnalisé, un beau fond noir. Alors là que vous voyez un peu avec, c'est du Super AMOLED l'écran, mais je trouve qu'il est un tout petit peu moins, c'est bizarre, mais un peu moins performant que ce qu'on trouve peut-être sur les terminaux Samsung. Je peux me tromper, c'est ce que j'ai l'impression de constater. Le fond noir est pas tout à fait noir. Alors là, attention à la caméra, c'est pas toujours représentatif, mais moi à l'œil nu, j'aime bien, il n'y a pas de souci. La densité de pixels n'est pas excellente. On voit quand même c'est pas une résolution exceptionnelle, mais derrière l'appareil tourne bien. Donc ouais, niveau écran, grosso modo, je dirais que c'est quand même bien parce que c'est du Super AMOLED, les couleurs sont bonnes, les angles de vue sont corrects également. Après, au niveau des noirs et des blancs, je trouve que c'est un peu moins bien que ce qu'on trouve sur, par exemple, les toutes dernières versions du Super AMOLED côté Samsung, par exemple sur le S3, ce genre de choses. Alors après, c'est la version évoluée. Et puis niveau résolution, je trouve que la densité de pixels n'est pas excellente, mais ça choquera très peu de personnes. Voilà. Pour revenir au contact, on accède à un contact. L'intégration sociale n'est pas exactement aboutie, on va dire qu'elle n'est pas poussée. C'est toujours ce problème avec Motorola. Enfin, disons que Motorola à l'époque avec Moto Blur était trop poussé social. Maintenant, ils sont un peu revenus en arrière. Et ça va gêner peut-être certaines personnes, mais vous avez une intégration sociale qui est quasiment inexistante. Là, par exemple, j'ai Facebook, j'aimerais bien pouvoir accéder aux photos de la personne directement là-dedans, etc. Et ça, je peux pas. Bon, en tout cas, vous avez bien sûr cette synchronisation qui se fait toujours avec Google, Facebook, etc. Donc là, par exemple, ça, c'est l'avatar de cette personne sur Facebook. Enfin bon, c'est du classique, ça, je pense que vous connaissez. Au niveau de la messagerie, bien sûr, un listing par conversation, par contact. Quand vous rentrez dedans, vous avez un système, pas de bulles, mais de succession comme ça, c'est un peu comme des bulles, c'est la même chose. Vous appuyez là, vous avez la saisie texte. Donc ça, c'est du classique ICS. Si vous rentrez là-dedans, alors c'est du classique ICS avec une légère modification de Motorola. Franchement, je connais bien le clavier classique ICS. À mon avis, c'est exactement le même. Je peux me tromper, il y a peut-être 2-3 modifications, mais c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de changements. Et puis après, vous avez Swipe qui est installé également et qui permet de parler en traçant des lignes de cette façon-là entre les lettres. Voilà, salut les amis, voilà, ce genre de choses.
Ça marche, ça marche bien. Hop, on va revenir. Enfin, ça marche bien et en même temps, je l'ai jamais personnellement adopté parce que j'ai toujours trouvé que c'était plus galère qu'un bon mode avec bonne prédiction et bonne correction. Donc bon, ensuite à vous de voir, hein, vous avez les deux. C'est ça qui est bien. Hop, voilà, en mode paysage, ça donne ça. Et alors, on a du 4.3 pouces. C'est grand, l'appareil paraît petit, c'est ça qui est agréable aussi, comme je disais. Mais du coup, pour taper, 4.3 pouces, c'est tranquille, quoi. Razer I. Voilà, bon, ça marche bien. Il n'y a pas de souci. Puis comme d'habitude, sur Android, si vous n'aimez pas ce clavier, vous pouvez le changer. Ok, on va regarder un petit peu dans les applications ce qu'on a. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Niveau email, vous avez bien sûr Gmail ici que vous connaissez, soit ICS, ça fonctionne très bien. Et puis vous avez également ce client là, donc qui est sur fond noir, que je trouve assez sympa. C'est dans l'esprit Motorola, hein, ça va de pair avec les widgets, etc. Et dedans vous pouvez configurer tous les comptes entre guillemets que vous voulez. Je pense qu'il doit y avoir une limite, mais vous pouvez en mettre quelques-uns. Après vous avez une boîte ici où vous pouvez accéder, enfin une option ici où vous pouvez accéder à vos différents comptes. Vous avez des interactions par geste qui sont assez sympas, donc là à définir dans les paramètres, hein, par exemple ça met en lu, non lu, d'un défilement de droite à gauche, gauche à droite. Par exemple là j'aimerais bien en définir un, je vais faire paramètres de geste. Hop, je peux dire supprimer. Voilà, et hop, je supprime mes smells, je fais comme ça. Je peux faire annuler, enfin ça c'est bien fait, ça marche bien. Sinon, c'est un client email, ce qui est le plus classique. Hein, vous voyez, vous avez ça, vous avez quand même le pinch to zoom ici dans les emails. C'est une interface sur fond noir, hein, faut apprécier. C'est vrai que très rapidement, je vous montre quand même à quoi ressemble celle de Google. Elle est beaucoup plus claire. Et c'est une question de goût ici, donc à vous de choisir. Hein. Moi, j'aime bien les deux. Voilà. Ensuite, côté web, il y a un truc à savoir, c'est que si sur le Razer HD vous aviez Chrome par défaut, là, par défaut, vous avez ça. Ils appellent ça le navigateur. En fait, c'est le navigateur web qu'on connaît très bien avec le temps dans SIS. Donc, vous voyez, c'est ce navigateur-là, avec le lab, les paramètres avancés, toujours ici. Enfin, voilà, c'est le fameux. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est plutôt de voir niveau performance ce que ça vaut, parce que l'interface, on la connaît, hein, vous avez les systèmes d'onglets ici. Voilà, vous pouvez rajouter des onglets, vous pouvez accéder à vos différents favoris de cette façon-là. Donc là c'est fluide, il n'y a pas de problème. On va rentrer dans un article. En parallèle, hop, je vais aller sur, je sais pas, l'équipe, hop. Donc là, n'oubliez pas, hein, je suis en Wi-Fi. Ce qui est intéressant, encore une fois, sur ce genre d'appareil, c'est qu'on a quand même de la place sur cet écran. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il est compact. Et quand vous le prenez, alors non, quand vous le prenez en main, vous avez quand même de la place. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est en full screen, enfin en plein écran. Et du coup, ça fonctionne vraiment bien. Alors, je crois pas qu'il va me charger l'équipe en voilà. Il voudra pas, mais bon, c'est pas grave. Bon, vous avez des versions mobiles, hein, ça marche toujours aussi bien, ça c'est un peu normal. Voilà, là je suis dans un article. Alors là, il y a l'option qui permet de redimensionner les pages, enfin de remettre en page le texte qui est activé. Vous pouvez le désactiver si vous avez envie. Hop, voilà. Donc là, c'est une page plutôt légère. On va juste terminer ça en allant sur un test vraiment long. Qui devrait lui rendre la vie un peu plus compliquée, ce qui est toujours intéressant. Hop. Bon voilà quoi. Donc là bien sûr il manque du contenu, etc. J'ai même une petite pub magnifique qui s'affiche ici. Hop, double tap, ça va zoomer. On va recharger la page pour enlever la pub. Non, si ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Moi je trouve que niveau perf sur le web c'est plus que correct.
On va attendre que la page se charge. En plus, c'est vrai qu'il y a pas mal de contenu. Hop. Donc, par exemple là, double tape sur un texte. On a le texte qui s'affiche ici. Vous voyez là, malgré la résolution qui n'est pas tout à fait élevée, mais c'est vrai que pour cette taille d'écran, c'est pas si mal que ça. On peut quand même lire des textes, alors que là, j'ai pas zoomé réellement. Enfin, j'ai un peu zoomé. Je peux continuer à zoomer. Le problème, c'est qu'après, voilà, il faut faire un double tap. Enfin, c'est pas un problème, mais il faut faire un double tap. Et après, vous avez le texte qui s'affiche de cette façon-là. Voilà. Donc là, on a la possibilité. Si vous êtes, voilà, si vous n'êtes pas satisfait avec là, il faut faire un petit double tap pour en mettre en forme. C'est toujours comme ça que ça marche. Et c'est pas mal du tout. C'est fluide, hein, c'est fluide. Alors que c'est vrai que parfois sur test mobile, sur des articles un peu lourds comme ça, les mobiles s'en sortent assez mal. Et donc là, je suis plutôt content. Donc sur le web, on est bon. Dans l'interface, on est bon. On va continuer un petit peu tout ça. Donc au niveau de l'appareil photo, hop, on a cette interface qu'on avait pu découvrir sur le test du Razer HD. Donc on a ce petit élément là qu'on peut enlever, ouvrir, qu'on peut même adapter à ce que vous voulez, quoi. C'est vraiment sympa. On peut choisir d'être en 6 mégapixels ou en 8 en fonction de si vous voulez du 4 tiers ou du écran large, du entre guillemets 16:9. Donc là je suis en 6 mégapixels et du coup je suis en écran large. On peut rester comme ça. Ça ne changera pas grand chose, hein. C'est vraiment une question de préférence là-dessus. Les touches de volume, vous les utilisez avec quoi? Vous les zoomez ou non. Et ça, vous pouvez le définir directement dans les paramètres. Ça, c'est vraiment bien. Parce que généralement, on vous impose ce choix-là. C'est le constructeur qui vous l'impose. Et parfois même, vous n'avez pas la fonctionnalité. La possibilité de zoomer avec les boutons de volume, là, vous l'avez. Allumage, donc ça, allumage immédiat, c'est l'utilisation du bouton d'appareil photo, etc. pour démarrer directement l'appareil photo. C'est ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Vous avez quelques effets, des modes de scène, des modes ici, dont un mode rafale. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc après, bien sûr, vous avez toutes vos photos qui vont s'afficher dans la galerie. Mais c'est plutôt efficace. Le minuteur et le mode HDR. Alors sur le Razer HD, vous aviez d'autres fonctions également. Et attendez, ça c'est plutôt en vidéo, donc je vais aller voir justement si elles y sont également. Oui, voilà, vous aviez... il en manque une, il me semble. Voilà, là, il y a le mode accéléré, il y a un mode ralenti également sur le Razer HD, que là, on n'a pas. Bon, après, c'est pas la seule différence à mon avis, mais en tout cas, ici, on n'a pas. Par contre, il filme quand même en 1080p, ce qui est toujours agréable, avec autofocus continu, zoom pendant que vous filmez, ce genre de choses. Donc là, par exemple, hop, je peux zoomer, voilà. Ça va être pas mal. Et puis on a l'autofocus qui se fait. Voilà, vous le voyez ici. Donc ça marche correctement. C'est vraiment sympa. Ok, je crois avoir fait à peu près le tour, hein. L'interface d'appareil photo dans tous les cas sur les récents terminaux, donc le HD et le i, elle est réellement bien mieux que ce qu'on avait avant, et Motorola a fait de gros efforts. Ça c'est toujours appréciable. Alors je vous montre pas Chrome pour une raison qui est simple. Généralement quand je passe sous Chrome, c'est quand les performances dans le premier navigateur, le navigateur de base, sont mauvaises ou médiocres. Là c'est pas le cas, donc dans tous les cas vous aurez au moins une expérience similaire avec Chrome, donc ça n'a pas trop intérêt. Vous avez des commandes vocales. Veuillez patienter. Veuillez dire une commande. Appelez Lucienne. Bon voilà, ça marche bien, c'est pas un Siri-like, c'est pas ce genre d'application, mais c'est des petites commandes vocales, pourquoi pas, la calculatrice, les contacts, tout ça on a vu. Alors faites pas attention, j'ai installé pas mal d'applications également à côté. Vous pouvez accéder à la galerie ici. Donc toujours avec ce système en bas, hein, comme sur un Galaxy Nexus par exemple. Il y a certaines fonctionnalités, voilà, qui sont gardées, des petits éléments comme ça qui n'ont pas été modifiés, ça marche bien. Et les couleurs sont fidèles. Là, l'écran de la caméra, c'est un petit peu bleuté parce que c'est les réglages de la caméra. Mais en réalité, ça marche très bien. Et bien sûr, vous avez vu quand vous êtes en full screen comme ça, vous avez les boutons ici qui disparaissent, qui sont remplacés par des points
pour vraiment vous laisser tout l'écran, quoi. Ah, donc là, vous pouvez bien sûr choisir le lecteur. Voilà. Et donc ça, c'est toujours... encore une fois, un 4.3 pouces, c'est agréable. Il n'y a pas de souci. Et là, ça marche bien, lecteur DivX. Et si vous avez des problèmes de toute façon avec certains formats, vous pouvez essayer. Vous l'avez vu passer dans les choix. Moi, j'utilise différents lecteurs. Lecteurs vidéo, là par exemple, c'est Rock Player qui marche bien. Il y en a d'autres également et il y en a pas mal qui sont gratuits sur le Play Store. D'ailleurs, en parlant de Play Store, vous pouvez y accéder en passant par là. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est le Play Store. Alors, quand j'ai parlé du Orange avec Intel Inside, on a pas mal discuté de tout ce qui est compatibilité des jeux, etc. C'est quelque chose qui est normalement aujourd'hui de moins en moins problématique. Et quand je dis ça, c'est que c'est presque transparent. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a deux choses. C'est soit le développeur fait une version adapté au chipset Intel, donc x86, soit il ne le fait pas, mais dans ce cas-là, le chipset, l'appareil, on va dire, va faire une émulation de l'application qui a été développée à la base pour les chipsets ARM et qui va fonctionner en fait en x86 sans perte de performance, vraiment, enfin, il n'y a rien qui est visible, quoi. Donc on n'aura pas une application 100% optimisée, mais c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Par contre, il peut y avoir des éditeurs, des développeurs qui vont bloquer l'accès, peut-être éventuellement à vos applications, enfin à votre terminal, si ils estiment que, je sais pas, les performances sont pas assez bonnes avec l'émulateur, si éventuellement, je sais pas, ils sont en train de développer une version x86 et ils bloquent le temps qu'ils sortent cette version, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi j'ai pu installer beaucoup de jeux sans problème et en plus ils tournent très bien. Donc ça, aujourd'hui, c'est plus un souci. En fait, le souci, c'est quasiment pas posé. Moi, je l'ai vu un petit peu avec l'Orange Intel Inside au début, quand j'ai reçu le terminal pour le tester. Là, maintenant, avec le Razer E, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, j'ai eu quoi ? J'ai fait un test avec un utilitaire de benchmark qui venait de sortir, qui m'a demandé de télécharger un plugin exprès pour Intel, et ça n'a pas fonctionné. Mais enfin, bon, c'est vraiment des détails, quoi. Donc ça, c'est un gros point positif, c'est que on a beau être sur toute une nouvelle plateforme, ça fonctionnera de manière transparente pour l'utilisateur, et ça, c'est agréable. Et ce qui est agréable aussi, enfin c'est important de le noter, c'est que c'est agréable puisque Intel apporte son savoir-faire ils sont arrivés entre guillemets un peu en retard sur le marché des smartphones, mais ils sont en train de rattraper ça, et là ils nous sortent vraiment tous les ans. L'année prochaine on y aura du dual-core, normalement en début d'année, et on aura vraiment une grosse évolution au niveau des chipsets côté Intel. ARM s'en sort très bien, et notamment au niveau consommation, etc. Là-dessus, moi, tout ce que j'ai vu, c'est que pour un prix qui est relativement raisonnable, vous avez un appareil avec de très bonnes performances. Quand vous comparez les terminaux de ce prix-là aujourd'hui, alors c'est de moins en moins vrai, mais c'est quand même encore le cas, à ce prix-là, des terminaux, par exemple avec des chipsets Qualcomm, etc., on va avoir peut-être des performances un tout petit peu en deçà. Maintenant, ça sera à vérifier sur le long terme, et on verra aussi quand ils sortiront tous leurs dual-core. Est-ce qu'ils se lanceront normalement, il y aura sûrement du quad-core également, mais bon, voilà. Après, c'est vraiment des architectures différentes, et on ne peut pas vraiment comparer les performances de deux terminaux qui reposent sur des plateformes comme ça qui sont différentes. Notamment si on se met à comparer en termes de fréquence, etc. Donc, tout ce que je voulais dire, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, bon, on va continuer. On a également un mode voiture ici, voilà, qui permet d'accéder par exemple à la musique de cette façon-là. Bon, ça va lancer le lecteur musical comme ça, et donc c'est pas terrible, c'est juste quelques raccourcis avec des gros boutons. Et du coup, j'en profite pour passer dans le Google, dans Google. C'est marrant qu'ils appellent ça Google Play, mais oui, c'est Google Play Music, et là avec des fichiers que bien sûr en local. Et donc on va pouvoir écouter un peu ce que ça vaut. Là je suis à fond et le haut-parleur est ici.
get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never. Ok, d'après ce que ce qu'on entend, alors vous l'entendez encore une fois à travers la vidéo, c'est un peu compliqué, mais la qualité est pas mauvaise, le volume est pas très élevé, c'est pas dramatique, mais c'est quand même à noter. On a un volume qui est pas très élevé, la qualité est correcte, on n'a pas de basse, on sent pas très bien forcément les percussions. Globalement, voilà, le son est propre, mais peu de volume et pas très impactant, pas trop de profondeur, on va dire, dans le son. C'est une performance qui est dans la moyenne par rapport aux haut-parleurs qu'on a l'habitude de trouver sur des terminaux mobiles de ce type-là. Au niveau de l'interface là, hein, c'est le Google Play, je pense que... Enfin, c'est le Google Play, c'est Play Music de cette façon-là, je pense que vous connaissez, avec cette interface en perspective ici. Oups, on va repasser par ici, voilà. Les articles, les artistes récents, les morceaux récents, les artistes ici, qu'on ouvre, là, les albums, vous appuyez dessus, vous rentrez dans un album. Là, j'ai aucune pochette, donc c'est pas très sexy. Là, par exemple, sur celui-là, hop, voilà. Et là, on a le mode shuffle, la répétition, la possibilité de défiler. Là, je peux mettre j'aime de façon à ensuite retrouver dans les playlists les morceaux qu'on aime. Enfin, voilà. C'est assez complet, ça marche bien, et c'est celui qu'on a par défaut dans Android, hein. C'est celui que j'ai sur mon Galaxy Nexus. Il y a peut-être 2-3 différences, mais c'est celui-là. Voilà. J'ai un petit lecteur là-haut. Sur l'écran de verrouillage également. Et puis il doit y avoir un widget que j'ai pas ajouté. Mais ça, hop, je peux vous le montrer tout de suite. Il va être là. Voilà, donc ça marche comme ça, et ça c'est bien, ça marche bien. Et moi j'aime bien le fait quand même que Motorola ait adopté pas mal d'applications natives Android sans avoir à y rajouter une surcouche s'ils estimaient qu'il n'y avait pas besoin. C'est pas forcément lié au fait que Google a racheté Motorola, puisque Motorola prend aussi ses propres décisions au niveau des surcouches. Donc là ils ont décidé de faire ça, et moi je trouve ça bien fait. Et on va finir par un dernier élément. Alors il y a station de bureau aussi, bon ça c'est une application comme ça, hop. Toc, on va commencer comme ça, voilà, bon c'est un système de dock, vous pouvez le mettre de côté de cette façon là, et ça fait voilà une station de bureau avec l'heure qui s'affiche, la possibilité de gérer ça. Vous pouvez mettre la météo ici. Ce genre de choses, vous appuyez dessus, ça fait comme ça. Enfin, c'est propre quoi. Ça, je me rappelle plus l'avoir vu sur le Razer HD, mais bon, en tout cas là, ça marche bien. Et pour finir, les Smart Actions. Smart Actions, c'est un système qu'on avait découvert sur le premier Razer qui a été retravaillé depuis. Grosso modo, c'est un système qui permet de définir des règles intelligentes qui vont, en fonction de certaines conditions, définir des actions sur votre terminal. Par exemple, ici, il y a des petits... Enfin, là, il y a des exemples qui sont sympas. Là, lis votre playlist favorite lorsque vous utilisez les écouteurs. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Vous insérez les écouteurs dans l'appareil, il va lire automatiquement la playlist. Voilà. Ça, c'est ce genre de truc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Domicile, personnaliser votre appareil pour une utilisation à domicile. Économisation de batterie, désactive la synchronisation des données la nuit lorsque vous n'utilisez pas votre appareil afin d'économiser de la batterie. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand c'est la nuit, et quand je regarde là, il va me dire à quelle heure, et je peux déterminer l'heure, c'est entre 22h et 4h du matin. Ok, très bien. Affichage, quand l'écran est désactivé, donc ça c'est pour détecter que vous n'utilisez pas l'appareil. État de charge, pas en charge. S'il est en charge, il s'en fiche de désactiver les données en arrière-plan. Et s'il voit qu'il n'est pas en charge, là il va activer ce mode-là. Et ça, vous en avez quelques-unes qui sont activées, qui sont disponibles par défaut.
et je vais essayer de revenir en arrière si j'arrive, voilà. Mais vous pouvez également en ajouter vous-même, et je me rappelle plus du coup, qu'est-ce que j'ai fait. Mes Smart Actions, très bien, bon j'ai celle-là, je vais essayer d'en rajouter une, voilà, créez-en une, règle personnalisée, très bien. Alors, un déclencheur, vous voyez, vous avez pas mal de déclencheurs possibles. Alors là, emplacement spécifique, attention, il faut que le GPS soit en marche, etc. Mais vous avez les éléments, les déclencheurs de période, si la batterie est faible, l'état de charge, etc. Les écouteurs, je suis connecté au Wi-Fi, donc ça c'est une façon aussi de détecter si vous êtes chez vous, puisque vous détectez, vous laissez le Wi-Fi activé. Quand vous arrivez chez vous, il va se connecter automatiquement au Wi-Fi, vous déclenchez une action. Donc vous rentrez chez vous, il va... je sais pas, il va vous rappeler qu'il faut recharger l'appareil, j'en sais rien. Vous pouvez définir pas mal de règles, et ça c'est pas mal. Il y a pas mal de choses comme ça. Et donc je vais vous montrer les actions aussi. Vous pouvez envoyer un SMS, me rappeler, c'est une petite notification à l'écran. Lire de la musique, régler la sonnerie, définir un fond d'écran, lancer une application, il y a plein de choses quoi. Activer le GPS, voilà. Vous avez énormément de possibilités. Et donc ça c'est pas mal. C'est une application qu'on avait déjà sur le Play Store qui s'appelait Tasker, si je me trompe pas. Mais qui là au moins est gratuite et est intégrée dans l'appareil par défaut, et ça vous permettra d'optimiser pas mal de choses et surtout d'optimiser l'autonomie de l'appareil. Alors au niveau de l'autonomie de l'appareil, pour tout vous dire, je l'ai pas assez utilisé pour pouvoir vous donner un avis concret. Je vais être tout à fait honnête avec vous. On va aller vite fait voir ce que ça donne là dans les paramètres de batterie depuis qu'on l'utilise. Donc là il dit qu'il est sur batterie depuis 1h38, il est chargé à je sais pas combien, là moi il est à peu près il est à 30%, un truc comme ça. Voilà, là c'est sur toute l'utilisation récente, il y a pas, c'est un peu compliqué de juger. Moi ce que j'ai entendu c'est que c'était pas mal par rapport à par exemple un Razer HD qui a une batterie plus conséquente de 2500 mAh. On a à peu près la même estimation d'autonomie en conversation. On est à 20 heures sur le Razer i, on est à 22 heures, entre 15 et 22 heures, ça va dépendre, sur le Razer HD. Donc finalement on se retrouve sur quelque chose de très similaire. Faut pas oublier autre chose, c'est qu'on est sur du single core, donc la batterie, l'appareil va pas avoir à gérer deux corps différents, mais ça c'est pas le plus gros problème. À mon avis, l'élément principal qui va avoir une distinction, qui va faire sa différence, c'est aussi tout simplement la résolution de l'écran. Il y a moins de pixels à gérer, donc le processeur va avoir moins de boulot à faire, donc l'autonomie va être potentiellement un peu meilleure, ou du moins on a besoin d'une batterie un peu moins conséquente. Et comme je vous disais, ce que j'ai lu, c'est qu'on a quand même une bonne grosse journée d'autonomie, au moins. Et ce qui est sympa, c'est qu'après vous pouvez utiliser les Smart Actions pour optimiser ça. Si vous voyez que le soir vous avez tendance à avoir, imaginons 40% d'autonomie, mais que le lendemain matin vous n'avez plus rien, vous pouvez définir des Smart Actions pour minimiser la perte d'autonomie la nuit, ou tout simplement éteindre votre terminal, ou bien utiliser tout simplement les Smart Actions pour que le soir ça vous rappelle de mettre à charger votre terminal. Alors là c'est pas très smart entre guillemets, c'est une alerte classique, mais voilà, c'est ce genre de truc que vous pouvez faire avec les Smart Actions. Je pense que j'ai à peu près fini. Un dernier truc dont je voulais parler, c'est les performances. Je vais pas vous le montrer parce que ça va prendre un peu de temps, et là on est déjà à 40 minutes de test. Mais en gros, j'ai testé des jeux comme... alors j'ai testé quoi ? Minecraft Pocket Edition, ça tourne très bien, mais c'est un jeu très bien optimisé. J'ai testé Shadowgun Dead Zone, et ça c'est intéressant parce que c'est un jeu à la base qui est optimisé Tegra 3, qui a été ouvert à tous les chipsets récemment. J'ai quand même remarqué qu'effectivement sur le Razer HD, il tourne mieux que sur le Razer i. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, c'est pas minable les performances qu'il offre, qu'il propose. La taille de l'écran, ça rend peut-être l'utilisation d'un FPS comme ça un peu compliqué, mais au final niveau performance c'est pas si mal. Donc moi je dirais que le Razer i il offre quand même de bonnes performances par rapport à, on va dire, à sa taille. C'est vrai que souvent la taille ça influe sur les performances d'une certaine façon, il y a une association qui se fait, mais là-dessus on a un appareil vraiment de qualité. Et sur pas mal de points, donc comme je disais, et puis là on va finir, mais comme je disais au début, le premier élément qui est intéressant sur cet appareil, c'est le design,
une bonne finition, vraiment un appareil compact, des bordures très fines, c'est bien pensé, ça fonctionne très bien. Donc ça c'est la première chose, de très très bonne finition. Ensuite, on a un écran qui est correct, c'est quand même du Super AMOLED, là vous voyez au niveau des angles de vue, il s'en sort pas trop mal. C'est pas non plus génial, moi je préfère ce qu'on a sur le Razer HD un petit peu, ou sur d'autres terminaux plus récents. Enfin plus récent, comme je sais pas, sur le S3 je préfère, sur l'iPhone 5 avec sa résolution très élevée je préfère, mais c'est une question de goût et là-dessus vous serez pas normalement gêné. Vous voyez, on voit pas, enfin à la caméra c'est un peu compliqué, mais vous voyez pas normalement voilà, les pixels, ce genre de choses. C'est vraiment à l'œil nu qu'on peut chipoter un peu, et encore c'est pas vraiment un gros problème. Et puis après c'est l'interface. Cette interface qui a été modifiée, qui a été modifiée depuis les précédentes versions, qui met en avant Android ICS, mais rajoute quelques petites fonctionnalités. Alors j'aime pas trop en fait ce petit truc là, paramètres rapides. Peut-être que vous aimerez. D'ailleurs il y a un truc qui est intéressant, c'est que ils ont mis ce système là pour, enfin, ils étaient censés aider les utilisateurs débutants. Bon, moi je sais pas si ça vous aidera si vous êtes débutant, tant mieux. Au-delà de ça, on a pas mal voilà, il y a de tutoriel ici qui s'appelle Guide Me et qui permet tout simplement d'être totalement épaulé pendant l'utilisation du terminal, ou du moins au début. Donc ça c'est intéressant. Et bon, comme je disais, l'interface elle est plutôt réussie. Elle met en avant SIS tout en apportant quelques modifications. Elle est plutôt réussie graphiquement également. On retrouve des menus aussi très simples, comme ça, comme sur un Galaxy Nexus par exemple, mais avec des fonctionnalités en plus, comme ici les favoris, ce genre de choses. On a bien sûr toujours les widgets, etc. Et puis sinon, c'est les performances, quoi. C'est un appareil qui offre de très bonnes performances par rapport à son prix et à sa taille. Et moi, je trouve que voilà, les constructeurs font bien de bosser avec Intel. Ça a l'air d'être un partenariat en tout cas qui est intéressant. J'avais vu sur le range Intel Inside aussi de très bonnes performances malgré un petit appareil avec un prix plutôt limité, enfin assez faible par rapport à ce qu'on trouve dans la performance similaire soit avec d'autres chipsets. Donc c'est j'ai un petit, sans aller jusqu'au coup de cœur, j'aime beaucoup ce Razer E. Je préfère un peu le Razer HD parce qu'il a un écran un peu plus grand et puis il offre de meilleures performances. Mais sur celui-là, vous avez quelque chose de très bien, notamment dans l'interface et sur le web, ce qui est vraiment important aujourd'hui sur n'importe quel smartphone, notamment Android. Voilà, donc ça c'était pour mon test du Razer E de Motorola. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur Test Mobile, sur YouTube. À bientôt.